Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Laura Dureuil, je suis chargée de projet Territoire zéro déchet et économie circulaire au syndicat du Bois de l'Aumône, donc le SBA. Donc vous avez une petite cartographie qui vous situe notre territoire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est dans le Puy-de-Dôme, on a 6 EPCI adhérents, donc une communauté d'agglomération et 5 communautés de communes que vous voyez en couleur à droite. Et donc, pour vous situer un peu plus, on entoure Clermont-Ferrand en fait, au nord, à l'est et au sud. Donc, on est sur 121 communes, 165 000 usagers. Et en fait, on collecte les déchets et on les transporte jusqu'aux exutoires. Et on fait tout ça en régie. Donc, le Valtom, par contre, a la compétence traitement. Donc, c'est vraiment dissocié de ce que nous faisons nous. Et nous avons également la compétence prévention des déchets. Un petit détail, et pas des moindres, c'est que nous avons été labellisés économie circulaire en 2020. Donc, nous avons été le premier territoire en Auvergne-Rhône-Alpes à être labellisé. Voilà, donc ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Le territoire en vert que vous voyez sur la carte de droite, c'est le territoire de Rion-Limagné-Volcan, donc RLV, que je vais vous présenter très rapidement parce que le chargé de mission développement économique, Jean-Charles Fauchia, que j'excuse aujourd'hui, n'a pas pu être présent. Donc, il vous aurait présenté ça beaucoup mieux que moi. Donc, moi, je ne vais pas vous donner de détails, mais au moins que vous sachiez de quel territoire on parle. RLV, c'est 31 communes, 67 000 habitants, sur un territoire plutôt mixte, puisque il y a des zones de montagne, des zones de plaine, avec une ville de 20 000 habitants, une ville-centre, Rion, qui est plutôt bien desservie par les axes routiers, par les voies ferroviaires également. Voilà, et c'est également un territoire d'industrie. Donc, pareil pour le tissu économique, qui est plutôt assez dynamique sur Rion-Limagné-Volcan. Je ne vais pas vous donner les détails, mais vous pourrez les retrouver sur ces slides si cela vous intéresse. Mais voilà, sachez qu'il y a 21 zones d'activité sur le territoire et qu'il y a quand même des filières phares, je pense notamment à la filière pharmaceutique, sur le territoire, et puis des entreprises importantes aussi, avec une renommée nationale, voire mondiale, comme Volvic, Hermès. On a aussi des entreprises qui font beaucoup parler d'elles en ce moment, comme Carbios et Carbiolis. Voilà, donc on a quand même un tissu assez dynamique. Alors, on va revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, juste un petit historique sur le projet EcoRespire, donc, que nous avons développé en partenariat donc, avec Maceo et RLV. Juste pour vous expliquer comment on a initié la démarche. Donc ça s'est fait dans le cadre du contrat d'objectifs déchets économie circulaire que nous avions conclu avec l'ADEME, donc de 2017 à 2019. Et un de nos objectifs principaux était de développer 3 démarches d'EIT sur notre territoire. Sachant que nous étions à ce moment-là dans un contexte un petit peu compliqué, donc en 2017, puisque nous étions en pleine fusion des EPCI. Les élus avaient des préoccupations par rapport à ce sujet-là, et donc ils n'étaient pas forcément tournés vers l'économie circulaire à cette époque. Nous étions également au SBA en pleine mise en place de la tarification incitative sur le territoire. Là aussi, les élus, quand ils entendaient parler SBA, ils pensaient tout de suite tarification incitative et pas économie circulaire ou pas prévention des déchets. Donc c'était un climat un petit peu tendu pour nous. Et puis, bien entendu, nous n'avions pas la compétence développement économique au sein du syndicat. Donc, la question de la légitimité pour porter une démarche EIT pouvait se poser. Donc, c'est pour ces différentes raisons que nous avons fait appel à un acteur neutre, donc Maceo, qui est une association, donc vous les connaissez sûrement, hein, une association qui œuvre pour le développement territorial durable sur le Massif central. Donc Maceo, qui a une expertise en économie circulaire, est venu en appui donc, du SBA pour plusieurs missions. La première, c'est pour mobiliser les acteurs. Donc tout d'abord, mobiliser les élus pour essayer de les convaincre de partir sur une telle démarche d'EIT, puisque sans le développement économique, nous ne pouvions pas faire grand-chose. Donc Cindy Deraille, qui est présente actuellement sur ce webinaire, et tu pourras me compléter, Cindy, si tu le souhaites, a pris son petit bâton de pèlerin et puis allait faire des caractérisations des zones d'activité sur les communautés de communes ou d'agglomérations volontaires, et donc a réussi à convaincre les élus d'RLV
Donc ça, je vous en parlerai aussi juste après. La deuxième mission, c'était de mobiliser les partenaires. Donc, une fois que la zone d'activité a été choisie, il fallait bien sûr mobiliser les partenaires avec les compétences que nous n'avions pas pour mener à bien ce projet-là. Et bien sûr, ensuite, mobiliser les entreprises de la zone d'activité pour participer à ce projet. Une deuxième mission, bien sûr, c'est la communication et le lien entre les différents partenaires pour garder voilà, un lien constant et surtout pérenne. Et puis surtout, voilà, nous avions pris Maceo pour son expertise en termes d'économie circulaire et de IT, bien entendu, puisque nous, au SBA, nous ne l'avions pas plus que ça. Et donc, l'objectif aussi de Maceo, c'est de faire de la co-animation. Donc, je dis bien co-animation, puisque le SBA et RLB viennent aussi en appui de Cindy pour cette animation. Donc juste pour revenir sur les objectifs du SBA pour participer à cette démarche-là, parce que ce n'est pas seulement parce que nous avons signé un contrat d'objectifs avec l'ADEME que nous souhaitions mettre en place ces démarches de IT, mais notre objectif principal était d'identifier des synergies interentreprises en termes de déchets et ressources. Bien sûr, de les mettre en œuvre et de les évaluer. Et moi, j'insiste bien sur le terme déchets et ressources parce que finalement, c'est notre cœur de métier. Mais ça ne veut pas dire que nous souhaitions nous cantonner à ces déchets ressources sur la démarche UIT. L'objectif, c'était vraiment d'initier une démarche dans sa globalité et donc de prendre en compte toutes les autres thématiques qui peuvent l'être dans une démarche UIT. Mais nous, c'était vraiment notre objectif de départ. Avec deux autres grands objectifs, bien sûr, de mieux connaître les flux de déchets des entreprises et de les inciter à réduire ces déchets-là, d'améliorer le tri, notamment le tri 5 flux qui est méconnu par les entreprises, et bien sûr d'augmenter la valorisation matière et de sensibiliser les entreprises au sujet de l'économie circulaire. Voilà, ça c'était vraiment ce qui nous motivait dans cette démarche-là. Donc bien sûr, après, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, nous avons pris en compte tous les objectifs des différents partenaires, mais ça, j'y reviendrai à la fin aussi, parce que c'est quelque chose d'assez important pour moi. Donc, pour la sélection des différentes zones d'activité, donc vous les avez ici sur la carte en rouge, donc sur les 21 zones d'activité d'RLV, donc Cindy de Maceo a fait cette caractérisation de zone, avec l'outil Adali qu'elle vous a mis dans le chat, hein. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne le connais pas assez de toute façon. Donc l'outil Adali, voilà, comme elle l'a précisé, il a été développé et par Maceo et par l'École des mines de Saint-Étienne. Et en fait, donc c'est avéré qu'on avait 6 zones d'activité sur RLV qui étaient plutôt intéressantes pour lancer une démarche de IT. Donc voilà, les critères d'attractivité physique, géographique, économique, juridique ou sociale et organisationnelle ont été pris en compte. Donc pour les détails, je vous renvoie vers Cindy. Et donc finalement, il s'est avéré que c'est le parc européen des entreprises qui a été choisi parce que tout d'abord, il avait une forte attractivité physique et géographique, mais il était surtout très intéressant en termes d'attractivité sociale et organisationnelle, tout simplement parce qu'il avait une association de zones, actives. Donc voilà, avec des entreprises qui étaient actives dans cette association. Et ça, c'est pas, toutes les zones n'ont pas une association comme celle-ci. Et donc nous avons trouvé que c'était plutôt intéressant pour démarrer une démarche EIT et pour avoir des relais aussi de communication sur la zone. Donc voici le parc européen. Donc c'est une zone qui a été créée en 1980, qui compte essentiellement des entreprises logistiques et industrielles. Donc on a à peu près 28 entreprises, ça change bien sûr chaque année, hein, sur 72 hectares, et on compte plus de 1000 emplois sur la zone. Donc une fois que la zone a été choisie, donc on a réuni un comité technique, donc composé bien sûr donc du SBA, de Maceo animateur, et d'RLB, donc bien sûr avec un portage politique intéressant. Et nous avons mis également autour de la table la CCI Puy-de-Dôme, l'Association du Parc européen des entreprises, l'ADEME et le Grand Clermont. Donc voilà, là vous avez aussi 17 entreprises qui étaient impliquées sur la zone, mais ça c'est 17 entreprises qui ont été impliquées donc plus ou moins régulièrement en fonction des ateliers, et c'est surtout 17 entreprises qui ont signé la charte Éco-Respire dont je vous parlerai tout à l'heure.
Donc, voilà, cette slide, juste pour vous dire que nous avons souhaité vraiment partir des besoins des entreprises pour qu'on ait voilà, une mission assez claire et assez pertinente sur cette démarche de IT. Donc, une fois qu'on a constitué le comité technique, il y a des visites d'entreprise qui ont été faites par Maceo pour identifier les besoins des entreprises, mais aussi pour identifier des leaders. Donc, des leaders, c'est vraiment très important pour nous, pour cette démarche IT et pour les autres d'ailleurs aussi, puisque c'est eux qui vont nous permettre de relayer les informations et puis c'est eux qui vont être présents aussi surtout sur la plupart des réunions et qui vont pouvoir nous dire, bon, ben là, ça convient bien l'animation, là, il va falloir réajuster, etc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment très important de les identifier dès le départ. Et donc ensuite, il y a eu une animation d'un atelier interentreprise pour hiérarchiser ces besoins-là, pour ensuite lancer des ateliers thématiques. Donc là, je vous ai mis quelques actions qui ont été menées sur le projet de l'UT EcoRespire. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer, mais nous avons commencé comme beaucoup d'autres démarches par la mutualisation des flux de palettes, carton, papier. Voilà. Puis ensuite, nous avons aussi travaillé sur les espaces verts des entreprises, puisque sur cette zone-là, les entreprises ont énormément d'espaces verts. Et il s'est avéré que chacun avait son prestataire pour gérer ces espaces et ça pouvait coûter cher et voilà, c'était pas forcément très intéressant pour les entreprises. Donc l'idée, c'était d'avoir une gestion mutualisée, durable, responsable, donc avec un seul et même prestataire. Donc il a été fait un cahier des charges pour avoir, par exemple, du paillage, du broyage, des tailles raisonnées, de la gestion différenciée des espaces verts, voilà, des aménagements aussi qui favorisent la biodiversité, etc. Il s'est avéré que finalement, c'est une entreprise d'insertion qui a été retenue et donc qui travaille maintenant pour plusieurs entreprises de la zone et qui vient du coup une seule fois au lieu de plusieurs entreprises qui viennent plusieurs fois pour une seule entreprise. Et donc, nous avons également lancé la charte environnementale EcoRespire avec la création d'un label. Donc, ce label, en fait, c'est vraiment une méthodologie, c'est un outil qui permet une démarche d'amélioration continue sur la zone. Donc, voilà, le label EcoRespire. Donc, on a signé, enfin, 17 entreprises ont signé une charte, donc une charte d'engagement pour favoriser les actions pour une zone finalement, et un avenir durable sur cette zone pour les entreprises et surtout pour les employés de la zone. Donc, les entreprises s'engagent à mettre en place des actions dans ce sens-là. Et donc, il y a une grille, un référentiel d'action qui est associé à ce label-là, donc qui comprend 5 thématiques. Donc, la thématique espace vert, gestion des déchets, gestion de l'énergie, de l'eau, la coopération entre entreprises et un axe transversal qui peut comprendre des actions comme par exemple favoriser la mixité homme-femme dans les entreprises, etc. Voilà, donc ce label-là, il a été créé finalement pour trois raisons importantes. La première, c'était de pouvoir valoriser les actions en place, donc les actions mises en œuvre par les entreprises, et puis de communiquer sur ces actions-là. Déjà de les connaître également. Hein. Et la deuxième, c'était aussi inciter à l'amélioration continue. Donc, avec ce label-là, on se rend compte qu'il y avait quand même un effet d'entraînement. Les entreprises voient que leurs voisines ont ce label-là, elles vont avoir envie aussi de participer. Et surtout, il y a des visites d'entreprises qui vont se mettre en place. Et donc, il y en a déjà eu. On a l'exemple d'une entreprise qui a été visiter une autre, qui avait mis en place le tri des déchets et qui valorise 98% de ses déchets. Et bien finalement, cette entreprise-là, elle a aussi mis en place le tri dans son entreprise et tout le monde, les salariés sont impliqués, tout le monde est très content d'avoir fait cette action-là. Et puis ce référentiel, il va permettre aussi de donner des exemples d'actions, parce que les entreprises, quand on va les voir et qu'on leur dit, bon, est-ce que vous mettez en place des actions d'économie circulaire, elles n'ont pas forcément le temps de regarder ce qu'est l'économie circulaire, d'aller chercher un petit peu ce qu'elles peuvent mettre en place. Et donc, finalement, ce référentiel, il facilite un peu la tâche des entreprises parce qu'elles peuvent piocher dans les actions et voilà, avoir quelques idées et avec des retours d'expérience aussi d'autres entreprises de la zone. Et puis, le troisième objectif, c'était surtout d'échanger des informations
Donc, nous, on puisse transmettre des informations aux entreprises sur les appels à projets, les aides disponibles, voilà, sur les aides que nous, on peut apporter aussi à ces entreprises-là, et puis aussi avoir des informations de leur part sur ce qu'elles mettent en place et sur leurs besoins également. Voilà, si aujourd'hui, on a un retour avec plusieurs entreprises qui nous disent on aimerait avoir des informations sur la mise en place des panneaux photovoltaïques sur la zone, ben, on va être au courant et on va pouvoir organiser une réunion à ce sujet-là. Donc voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un inversement des rôles sur la démarche EIT, puisqu'au début, c'était vraiment le SBA qui était porteur, initiateur de la démarche, avec RLV qui était là en co-porteur. Et aujourd'hui, c'est vraiment RLV qui va reprendre le portage, et nous, le SBA, on va devenir partenaire et rester porteur sur les actions de déchets, puisque c'est notre cœur de métier. Et RLV a recruté une chargée de mission pour continuer d'animer cette démarche-là, et surtout pour décliner la démarche sur d'autres zones d'activité. Donc l'objectif, c'est vraiment de décliner ce label EcoRespire sur les autres zones d'activité d'RLV, mais aussi sur d'autres territoires qui le souhaitent. Et puis le SBA a décidé aussi de continuer son accompagnement sur les démarches EIT en finançant une aide au démarrage. Donc si on a une communauté de communes qui vient nous voir en nous disant on souhaite mettre en place une démarche EIT, nous on va financer un début d'accompagnement via notre convention de partenariat avec Maceo. Donc, je voulais revenir aussi sur les objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous, c'était notre premier projet d'EIT qu'on a lancé, donc EcoRespire, et on a débuté sans objectif précis et surtout sans objectif partagé avec les autres partenaires, ni des rôles définis. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte en milieu de parcours qu'il aurait fallu qu'on fasse ça dès le départ, et ça aurait peut-être permis d'impliquer un peu plus les partenaires et que ce soit un peu plus clair dans l'animation en tout cas. Voilà, le SBA était vraiment le seul porteur au départ, alors que finalement, sans compétences développement économique, il aurait fallu que ce soit vraiment un coportage dès le départ. Mais on s'est rendu compte aussi qu'avec l'avancée du projet, RLV s'est vraiment rendu compte des intérêts d'un projet EIT pour le territoire, avec sur différents thèmes. Donc, tout d'abord, la réduction des impacts environnementaux et les liens qu'ils ont pu faire avec le plan climat, air, énergie territorial. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y a une étude sur les toitures pour mettre en place des panneaux photovoltaïques sur les entreprises qui a été menée. Donc, on a plusieurs entreprises de la zone qui sont très intéressées pour mettre ça en place. Et donc, ça, c'est vraiment RLV qui a repris cette thématique-là, puisque c'est eux qui ont la compétence. Donc aussi, on voit que ça a un impact sur la création d'activités ou les nouvelles filières ou des services innovants, et que ça peut permettre de développer l'attractivité du territoire. Donc ça, ils en ont vraiment pris conscience, et maintenant, ils souhaitent vraiment développer ces démarches d'EIT sur toutes les zones de leur territoire. Oui. Donc l'EIT permet également de renforcer l'ancrage territorial avec des spécificités locales qui se dégagent et qui sont valorisées. Des ressources également, et donc l'idée c'est de mettre en valeur tout ça pour valoriser le territoire justement. Et donc une thématique qui est chère aux élus, c'est vraiment la création et la consolidation d'emplois locaux. Donc l'objectif c'est vraiment d'aboutir à ça via ces démarches EIT. Et puis un autre aspect qui est très important pour les développeurs économiques, c'est le renforcement des liens avec les acteurs économiques du territoire. Instaurer un espace de dialogue, d'échange d'informations. On le voit aussi sur une autre démarche d'EIT qu'on a lancée, donc Essentiel, sur la communauté de communes de Mont-d'Arverne, où là, les élus avaient un petit peu de mal à converser avec les entreprises parce qu'il y a eu des sujets, notamment sur la vidéosurveillance, qui sont un peu mal passés dans le passé, justement. Et donc, en fait, cette démarche d'EIT, elle a permis de recréer du lien avec les acteurs, et ils en sont très contents. Donc ça, donc les deux prochaines slides, je les ai un peu empruntées à Cindy de Maceo, donc j'espère que tu m'en voudras pas, Cindy. Voilà, je vais pas les détailler, mais je les ai trouvées intéressantes puisque en fait, l'EIT, il faut vraiment le voir comme un outil de développement du territoire qui va nous servir pour atteindre nos objectifs et combler les attentes et les besoins des entreprises.
Donc ça, c'est ce que je vous dis, pardon, c'est ce que je vous disais juste avant, hein, sur les différentes thématiques qu'on peut ressortir d'une démarche de IT, donc sur la valorisation des ressources locales, l'attractivité du territoire, etc. C'est vraiment un outil qui est pour le coup une stratégie, qui devient une stratégie de territoire. Et cette slide également, qui nous explique en fait qu'en intégrant les acteurs dans une démarche de IT, en intégrant également les objectifs donc, de la collectivité, du territoire et les actions, voilà, des actions précises dans le projet UIT, on peut en faire vraiment un outil de développement économique. Et puis, dernière slide, en fait, je voulais vous parler un petit peu des facteurs clés de succès de la démarche et puis des points de vigilance. L'objectif, c'est vraiment de choisir le bon terrain d'action au départ pour une bonne entente, en fait, une bonne coopération avec les acteurs publics et économiques, puisque, comme je vous le disais, nous, on a une association de zones sur le PER, donc le Parc européen des entreprises, et sans cette association, c'est vrai qu'on aurait eu un peu plus de mal à démarrer. Là, on a vraiment eu un bon relais avec des acteurs impliqués, des entreprises vraiment qui étaient intéressées pour participer à ces projets, et ça, c'est vraiment, vraiment important. On avait également un portage politique, puisque c'est vraiment les élus qui ont choisi d'aller sur cette zone-là. Et je pense qu'il est très important d'avoir une animation continue et puis une certaine réactivité aussi face aux demandes des entreprises. Si on les laisse dans l'attente pendant 6 mois, on va avoir du mal à recréer du lien par la suite. Il faut également être à l'écoute des besoins des entreprises et avoir une réponse adaptée. Si on répond à côté de la plaque, ça va pas leur convenir non plus. Et du coup, on va perdre ce lien qui a été créé. Savoir s'adapter aux acteurs et aux spécificités aussi, je trouve que c'est important, puisqu'on va pas pouvoir refaire un projet de IT qui s'est bien passé sur une zone, sur la zone d'à côté, parce que ce sera pas forcément les mêmes acteurs, ce sera pas les mêmes activités. Donc ça, c'est assez important aussi de repartir de zéro sur chaque zone. Et puis, comme je vous le disais, de partager des objectifs individuels, vraiment de les définir et surtout de définir des objectifs communs. Et ça vraiment, voilà, sur la deuxième zone qu'on a lancée, on l'a fait dès le départ parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait perdu un peu de temps à cause de ça sur EcoRespire. Et aussi, voilà, de définir des rôles pour les différents partenaires. Et puis, bon, les leaders, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, mais savoir s'entourer de leaders, c'est vraiment important. Et sur les points de vigilance, voilà, je pense qu'il faut faire attention aux antériorités, comme je vous le disais tout à l'heure sur la deuxième démarche que l'on a lancée. Voilà, la problématique avec la vidéosurveillance, ça a tout de suite créé des freins sur la démarche UIT. Les entreprises étaient craintives puisque en fait, les élus avaient lancé un sujet sur la vidéosurveillance et puis finalement n'avaient pas donné suite. Donc les entreprises étaient dans l'attente et voilà, ça a créé quelques soucis pour nous démarrer cette démarche UIT. Donc, c'est plutôt bien aussi de savoir anticiper les attentes pour se dire qu'il faut avoir une cohérence avec le projet politique pour voilà, anticiper et dire aux élus on aura peut-être ce sujet qui va venir sur la table, comment est-ce que vous voyez les choses, qu'est-ce qu'on peut répondre aux entreprises, etc. Et puis, bien sûr, prévoir un financement et une animation sur la durée. Voilà, si on prévoit un financement sur 1 an, ça ne suffira pas pour une démarche d'UIT. Donc ça, c'est important pour pouvoir maintenir le lien avec les entreprises. Et puis, prendre en compte le contexte économique. On est en plein dedans avec le Covid. C'est vrai que voilà, c'est pas forcément simple, justement, d'appliquer tout ce que je viens de vous dire dans ce contexte-là. Et c'est vrai qu'il faut savoir aussi être à l'écoute des entreprises qui sont dans l'attente et de celles aussi qui vont pas forcément très bien en ce moment. Et voilà, je pense que tous ces points-là sont assez importants. Et puis, j'en ai fini pour moi, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Laura. C'était très intéressant. Moi, je découvre petit à petit ce qui se fait sur le SBA et à chaque fois, je me dis « Waouh, ah, ils ont fait ça aussi !» Donc, c'est vraiment très intéressant. Avant de prendre des questions, on va donner la parole à Joël Perret de Stevia Natura, qui donc a ce label ou est en train de l'avoir. Je sais pas, il va nous raconter pourquoi il a intégré cette démarche.
Merci. Alors, tout le monde m'entend. Alors, je ne sais pas Et si on me voit aussi. faudrait enlever le partage d'écran, peut-être, C'est Laura qui Laura, comme ça on vous verra en plus grand. Voilà, très bien. voilà. Donc, merci de me permettre de m'exprimer un petit peu. Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que je pense que Laura a déjà pas mal, a quasiment tout dit sur ce label EcoRespire. Moi, je voudrais juste vous apporter un témoignage un peu pragmatique sur qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme la nôtre. Alors, je suis Joël Perret, je suis le fondateur d'une entreprise agroalimentaire qui fait un édulcorant naturel qui s'appelle la stevia. On s'est implanté sur le site du parc européen d'entreprise il y a maintenant depuis 2012, donc ça fait bientôt une petite dizaine d'années. Même si la société, elle, a une quinzaine d'années d'existence. Et on s'est implanté sur ce parc européen pour un certain nombre de raisons, notamment le fait qu'il était à la fois agréable sur le plan de l'environnement, mais aussi cette fameuse association PEER qui regroupait les entreprises du parc. Donc, voilà, pour nous, cette démarche EcoRespire, c'est quoi en fait? C'est pour nous d'abord un moyen de fédérer différents intervenants autour d'un projet collaboratif. Euh, Permettez-moi d'insister sur le terme collaboratif et non pas commun. C'est pas un projet commun, c'est un projet collaboratif. Pour moi, il y a une petite différence entre commun et collaboratif. C'est que dans collaboratif, il y a une notion d'action. Alors que on peut avoir des objectifs communs sans rien faire. Pour moi, quand on est sur un projet collaboratif, tout le monde y met un peu la main à la pâte et ça me semble un peu plus efficace. Alors, cet objectif collaboratif, c'est quoi en fait? Vous savez, beaucoup d'entreprises aujourd'hui parlent beaucoup de responsabilité sociétale et environnementale, le fameux RSE dont on étale qui sera le plus fort et le plus performant dans tout ça. Je crois que pour dépasser le cadre du projet que l'on montre à tout le monde, on veut essayer d'aller un petit peu plus loin et d'être vraiment dans l'action. Et je pense que au sein de ce projet EcoRespire, à travers l'association du PER, on a eu cette démarche qui a été portée par tout un tas d'acteurs, les chefs d'entreprise du parc, hein, mais aussi les salariés, les élus locaux, Laurent en a parlé, les personnels territoriaux. En deux mots, je dirais tous les tissus vivants du territoire se sont impliqués dans cette opération. Alors, très souvent, quand on parle de responsabilité sociétale et environnementale à un chef d'entreprise, il dit ouais, mais ok, tout ça, ça va me coûter de l'argent et ça va rien me rapporter et ça va me coûter aussi du temps et en fait, pour moi, ça ne se passera rien. Je crois que en fait, l'intérêt de tout ça, c'est de démontrer qu'en fait, dans la réalité, cette opération d'écologie industrielle et territoriale, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein, eh ben, on s'aperçoit que non seulement c'est intéressant, mais en plus, c'est économiquement intéressant parce que ça permet aussi de gagner de l'argent. Alors, je vais vous prendre juste deux, trois exemples hein, que Laura a déjà cités, mais concrètement parlant, bon, il y avait déjà des opérations avant qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'écologie, comme par exemple la surveillance du parc par une société de surveillance mutualisée, ce qui permet d'avoir effectivement des coûts moindres. Mais les exemples plus récents, Laura en a parlé tout à l'heure, c'est la gestion mutualisée des espaces verts du parc à travers une entreprise qui a été choisie, là aussi à travers un cahier des charges avec une vision sur les aspects environnementaux, à la fois sur l'aspect écologique, mais aussi sur l'aspect de l'environnement proprement dit, dans le sens environnement agréable pour le travail, etc. Alors aujourd'hui, bah, cette gestion mutualisée, elle existe. Pour nous, bah, économiquement parlant, c'est très simple. Ça nous coûte moins cher qu'avant.
et c'est fait avec aussi des critères qui sont des critères qui sont intéressants dans le cadre de cet objectif environnemental. La gestion des déchets, là, je pense que je ne vais pas y passer trop longtemps parce que Laura en a également parlé beaucoup. Le bois, le carton, le plastique, le métal, les déchets électriques, etc., etc. Tout ça sont des actions qui ont été entreprises et qui ont été mises en place. Alors, c'est pas terminé, ce que je dois dire heureusement, peut-être parce qu'il y a encore des choses à faire. Et toutes ces choses, eh bien, ça nous montre là aussi que quand on fait de la gestion mutualisée, on a un double avantage. On a un avantage économique, c'est certain, puisque ça nous a permis de réduire nos coûts sur l'élimination de ces déchets, mais aussi sur la revalorisation de ces déchets. Et bien, finalement, on a un retour sur ces investissements. Ça prend un petit peu de temps, mais à la sortie, c'est bénéfique pour tout le monde. En prenant en compte quelque chose qui aussi est important dans la gestion des déchets, c'est de se poser la question, finalement, bon, on gère nos déchets en les faisant éliminer par quelqu'un, mais est-ce qu'on se fait poser la question de savoir où ils vont, à quoi ils servent, et qu'est-ce qu'on peut en faire dans la réalité? Le fait de se poser cette question, ben, c'est aussi quelque chose que nous a apporté le label EcoRespire à travers le choix des gens qui vont récupérer nos déchets et les valoriser. Et puis, là aussi, Laura en a parlé, je ne vais pas être exhaustif non plus sur le sujet, mais le projet économie d'énergie à travers le projet photovoltaïque, qui maintenant, comme Laura l'a dit, est porté par la communauté de communes, c'est un autre exemple de mutualisation qui va là aussi dans un sens de développement durable, d'économie d'énergie. Et franchement, vous savez, le photovoltaïque, bien souvent, on l'a fait aussi pour à titre personnel pour des personnes sur leurs habitations individuelles. Le problème, c'est que l'énergie qu'on produit, en général, en individuel, elle ne sert à personne parce qu'on n'est pas à la maison dans la journée. On en aurait besoin plutôt la nuit, mais la nuit, ça ne produit pas. Donc, le photovoltaïque, il a beaucoup plus d'intérêt sur des usines ou sur des activités industrielles parce que c'est là où l'énergie est consommée. C'est là où elle peut être produite parce qu'il fait jour et que le soleil tape dessus. Bon, là, je parle pour le photovoltaïque, mais il y a d'autres sources de ce type-là. Donc, pour conclure, à travers ces 3 petits exemples, je vous dirais simplement que ce qui est important, c'est que l'entreprise y retrouve son compte, mais à la fois sur le plan purement économique, sur le plan sonnant et trébuchant, on va dire, mais aussi, je pense, et c'est un point important, sur l'adhésion de nos collaborateurs et de nos salariés. Parce que c'est des exemples concrets et pour eux, c'est plus qu'un discours. Oui, bon, on est certifié ci, on est certifié ça, on a un beau label, etc. Mais ils le voient concrètement dans leur quotidien. À la fois, je vous disais tout à l'heure sur le plan de l'environnement de travail, du fait que cet environnement est agréable, mais aussi qu'on prend soin de la planète et de tout ce qu'on peut faire en termes environnementaux. Donc, là aussi, c'est un point important. Et je terminerai là-dessus. C'est aussi un point important par rapport à nos clients et nos fournisseurs et les relations avec les autorités que l'on peut avoir parce qu'on donne une image de personnes sérieuses qui prennent en compte le développement durable dans le futur. Donc, c'est bénéfique pour l'entreprise, c'est bénéfique pour ses salariés, c'est bénéfique pour l'environnement. J'entends l'environnement politico-social, mais aussi pour l'environnement proprement dit. Donc, en tant que chef d'entreprise, je peux dire que j'y ai trouvé plutôt beaucoup plus de bénéfices que de coûts et de temps passé. Alors, Laurent, on a un petit peu parlé aussi, les freins qu'on peut avoir, mais il y en a un certain nombre, malheureusement. C'est la disponibilité des gens pour s'attaquer à tout ça, parce qu'ils n'ont pas toujours, même si j'essaye de vous faire passer ce message, ils n'ont pas toujours fait le lien entre, finalement, toutes ces actions, ça peut non seulement être utile, mais aussi économiquement intéressant. Et donc, bien souvent, ben, on a tous des contraintes, le monde va de plus en plus vite et ben, pour
pour ce projet collaboratif, de temps en temps, il faut être présent et de temps en temps, ben, on a des gens qui ne sont pas là, malheureusement. C'est clair que toutes les entreprises du parc ne sont pas aujourd'hui associées à cette activité. Ceci étant dit, c'est pas nouveau. Hein. Je parlais tout à l'heure de avant ce projet EcoRespire, il y avait déjà des choses collaboratives qui avaient été mises en place, comme la gestion de la protection du site. Bon, et dans la gestion de la protection du site, là non plus, toutes les entreprises ne participent pas, en tout cas pas concrètement, pas financièrement, même si à la sortie, elles en profitent quand même, parce que quand vous organisez des rondes avec des agents de sécurité sur un site, ils surveillent tout le monde, même si un tel ou un tel n'a pas participé au projet quand même. Donc voilà, c'est toute la difficulté. Tout le monde ne veut pas forcément, pour tout un tas de raisons qui leur sont certainement valables, participer à tout ça, mais malgré tout, on arrive à avancer. Les intérêts des uns ne sont pas toujours compatibles avec les intérêts des autres. Puis, il y a aussi des contraintes. Là aussi, je pense que Laura en a parlé. Mais quand on a un certain nombre d'entreprises qui sont des filiales d'autres entreprises, qui ont des directives à suivre, ben, ne peuvent pas concrètement s'associer à cette démarche, voire même des entreprises qui ont des relations avec l'État et qui sont obligés de passer par des appels d'offres pour traiter telle ou telle question et donc ne peuvent pas rentrer dans le système. Pareil, par exemple, sur la gestion des espaces verts, il y en a qui sont obligés de passer par des appels d'offres qui donc ne peuvent pas s'associer directement à nous. Enfin, voilà, il y a tout un tas de petits freins comme ça qui nous perturbent, des petits cailloux dans les chaussures. Mais bon, je crois que la meilleure des choses à montrer, c'est ce qu'on a réalisé, ce qu'on est capable de faire et que tout ça, c'est économiquement rentable. Et puis, dans l'objectif de développement durable et puis de protéger la planète sur laquelle on vit, je crois que bon, ça se passe de commentaires. Voilà, si vous avez des questions un peu plus précises, parce que je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, je crois que Laura a vraiment fait une présentation exhaustive de ce que le SBA a fait et de ce que Maceo a fait. Donc, ils nous ont beaucoup aidés à avancer. C'est vrai que si on n'a pas ce support-là, c'est un petit peu difficile de le faire à titre individuel.